Bonjour, je m'appelle Lauriane Gauthier, je suis finissante en sciences de la nature au Collège Lionel Groulx. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter mon projet de recherche que j'ai réalisé. Donc dans le fond, le titre de mon projet, c'est la justice énergétique et l'approche des capacités pour les plus vulnérables. Donc d'abord, je tenais à remercier les organisateurs pour cet événement qu'on a aujourd'hui, qui est très particulier et vraiment intéressant. Puis je tiens aussi à remercier, Dr Laurent Jodoin qui a supervisé mon projet. Donc, je viens aujourd'hui justement vous présenter un petit peu le projet que j'ai réalisé. Là, c'est sûr que mon affiche s'affiche un petit peu bizarrement, donc je vais peut-être devoir modifier un petit peu certaines choses en cours de route. Mais dans le fond, oui, ok, parfait. Donc, dans le fond, je viens vous présenter mon projet. Avant toute chose, j'aimerais d'abord définir ce qu'est la justice énergétique. Dans le fond, la justice énergétique, c'est un concept qui est issu de l'éthique, qui est issu des sciences sociales et des sciences de l'énergie. Puis, dans le fond, la visée de ce concept-là, c'est d'établir un concept de justice énergétique, donc des systèmes énergétiques dont les avantages, inconvénients et les coûts sont distribués de manière équitable entre les différents individus de la société. Dans le fond, c'est un concept qui est d'actualité parce que les systèmes énergétiques sont en constant changement et aussi parce que c'est un concept qui est assez nouveau. Ils vont encore demander du travail d'interprétation et d'opérationnalisation. Donc, ce que je me suis concentrée sur, ma recherche, c'est d'analyser un point de vue, donc des réalités de personnes qui sont plus vulnérables face au système énergétique. Puis, j'ai décidé de plus m'attarder sur les personnes en situation de handicap. Donc, ce que je vais faire, dans le fond, je vais présenter certaines analyses que j'ai réalisées selon des approches. Puis j'ai tenté d'analyser ce qui cause les inégalités chez ces individus-là. Alors, avant toute chose, j'ai décidé un petit peu de baser cette analyse-là sur l'approche des capacités d'Amartya Sen. Donc, rapidement, Amartya Sen définit que l'idéal d'une société, c'est d'avoir l'égalité des possibilités entre les individus. Donc, c'est que tous aient la même, chance d'atteindre un certain état ou de réaliser certaines actions. Mais malheureusement, ça reste idéal puisqu'il y a une inégalité des conditions qui fait en sorte que chaque individu possède des particularités et donc des possibilités différentes. Donc, dans le fond, je vais aborder lors de ma présentation le concept de justice énergétique d'un point de vue de vulnérabilité énergétique, dans le sens où le fait même que la pauvreté énergétique, la précarité énergétique, en fait, démontre qu'il existe des inégalités au niveau des systèmes énergétiques. Donc, je pense par exemple à des inégalités du type l'expropriation forcée de population en raison des aménagements énergétiques. Je peux penser aussi à la pollution d'énergie fossile qui touche certains groupes plus que d'autres. D'ailleurs, il y a certains groupes en général qui sont plus touchés par les inégalités en lien avec les systèmes énergétiques que d'autres groupes. Donc, on peut penser, par exemple, aux personnes vivant dans des pays en voie de développement, des personnes vivant dans des zones rurales, les personnes en situation de handicap, les femmes, etc. Donc, moi, j'ai décidé de plus m'attarder sur les personnes en situation de handicap. Donc, si on descend un petit peu, je vais essayer de vous montrer le tableau qui est en bas à gauche. Donc, c'est une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni qui parle, du pourcentage des foyers, au Royaume-Uni qui vivent de la pauvreté énergétique. Donc, pour les foyers dont un des individus vit un handicap, il y a 27% de ces foyers-là qui peuvent vivre de la pauvreté énergétique, alors que ce chiffre-là est de 19% pour la population moyenne. Donc, on voit clairement qu'il existe des inégalités à ce niveau-là. Dans le fond, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer que les personnes en situation de handicap vivent des inégalités de par, leurs conditions mêmes. Donc, je vais parler de quelques facteurs qui peuvent faire en sorte que ces individus-là, de par leurs conditions, peuvent vivre ces inégalités. Donc, on peut penser, par exemple, aux individus qui ont besoin d'équipement médical pour leurs conditions. Donc, nécessairement, il y en a certains qui vont devoir utiliser plus d'énergie, donc ça va leur coûter plus cher. Il y a certains individus qui doivent vivre dans des environnements où la température est stable et plus élevée. Il y a certaines personnes qui doivent vivre dans des environnements plus propres où, par exemple, doivent laver plus souvent leurs vêtements, etc. Donc, tout ça fait en sorte que le coût d'électricité à la fin du mois est plus élevé que la majorité. En fait, une étude qui a été réalisée en Angleterre qui dit que 25%, les personnes en situation de handicap ont 25% plus de dépenses que les personnes qui n'en ont pas en général à cause de leur handicap. Puis, il y a aussi une étude réalisée aussi en Angleterre qui dit que le salaire moyen des personnes en situation de handicap représente 76% du salaire moyen de la population. Donc, en fait, ils ont plus de dépenses pour un salaire moyen qui est plus, bas. Donc, ça peut expliquer, la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés, justement,
à subvenir à leurs besoins énergétiques. Donc, dans le fond, j'ai quelques autres exemples où on peut expliquer, on peut en fait voir les inégalités qui existent. J'ai par exemple, au Royaume-Uni, il y a une loi qui dit que les personnes qui ont recours à de l'aide financière pour leur handicap, en fait, cette aide-là est considérée dans leur salaire, ce qui fait qu'ils n'ont pas nécessairement accès à l'aide financière pour l'aide énergétique, en fait. Donc, ça fait en sorte que ça peut engendrer des inégalités parce qu'il y a peut-être des individus qui, eux, auraient besoin de ces subventions-là, mais qui ne sont pas éligibles justement à cause de cette loi qui fait que ça inclut leur aide financière dans leur salaire. J'ai aussi un autre exemple par rapport aux enfants. Cette fois-ci, les enfants en situation de handicap, il y en a beaucoup, malheureusement, à cause des suivis médicaux ou d'hospitalisation qui vont avoir, à ce moment-là, peut-être des absences plus marquées au niveau de leur école, ce qui peut avoir un impact sur leur cursus scolaire. Donc, de par leurs conditions, en fait, il y a déjà des inégalités qui sont présentes dès l'enfance. Dans le fond, j'ai décidé un petit peu plus, là, je vous ai fait un peu un portrait général, mais c'est sûr qu'il reste encore plein de facteurs que j'ai pas encore abordés. Puis, j'ai comme décidé d'analyser ça selon un principe qui s'appelle la Principled Approach, qui a été développé par Sovacool et ses collaborateurs. Puis, c'est basé sur 10 principes. En fait, c'est un guide qui, en fait, sert à accompagner les prises de décision en lien avec les systèmes énergétiques pour justement s'assurer de diminuer le plus possible les inégalités qui sont associées. Donc, les 10 critères sont présents ici. Puis, je vais, en fait, aller par critère définir une inégalité dans la société qui fait en sorte qu'on voit que ce critère-là n'est pas respecté. Donc, c'est sûr qu'il reste du travail à faire à ce niveau-là. Donc, je vais passer, dans le fond, chaque critère pour un peu parler de pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas nécessairement respectés concrètement, présentement, dans différentes populations. Donc, si on prend l'accessibilité, par exemple, l'exemple que je vous ai donné sur l'aide financière, que certains ont d'inclus dans leur salaire, ça fait que leur accessibilité à des aides financières liées à l'énergie sont réduites. Dans le fond, ces personnes-là vont justement avoir moins accès à de l'aide alors qu'ils en auraient besoin. Ça vient un peu rejoindre le deuxième concept de l'abordabilité. En fait, ils ont un plus grand pourcentage de leurs revenus qui doivent attribuer aux factures énergétiques parce qu'ils n'ont pas nécessairement accès à cette aide financière-là. Donc, ça rejoint un petit peu l'abordabilité. Maintenant, je vais parler plus de responsabilité. En fait, la responsabilité, selon Sovacool et ses collaborateurs, en fait, ça dit que une nation a comme devoir de s'assurer que l'environnement est protégé et qu'il n'a pas de menace environnementale, en fait. Mais on réalise rapidement qu'il existe encore beaucoup de ressources énergétiques qui sont pas nécessairement modernes et qui sont assez désuètes et pas écologiques, qui sont encore énormément utilisées. Je pense, par exemple, à la combustion de biomasse, comme par exemple en Guinée, qui est très utilisée encore comme source énergétique. On a aussi les cuisinières qui sont utilisées comme moyen de chauffage dans plusieurs foyers. Alors, au niveau de la responsabilité, c'est pas encore tout à fait atteint. Ça rejoint aussi le concept de durabilité. En fait, il y a une étude qui dit que le tiers des foyers avec des personnes en situation de handicap au Royaume-Uni vit des conditions précaires où l'efficacité d'énergie n'est pas adéquate. Donc, il reste encore un certain travail à faire aussi à ce niveau-là. Après ça, pour ce qui est de l'équité intragénérationnelle, tous les exemples que je vous ai donnés de différentes populations démontrent qu'il existe clairement des inégalités au sein même de notre population, que ce soit dans d'autres pays, que ce soit au sein d'une même société. Donc, il existe des inégalités à ce niveau-là qui fait que l'équité intragénérationnelle n'est pas nécessairement là. Pour ce qui est de l'équité intergénérationnelle aussi, dans le fond, il y a vraiment l'effet, en fait, d'impact générationnel de la précarité. Donc, un enfant qui vit dans la précarité lorsqu'il est plus jeune va grandir avec moins de ressources et inévitablement, ça va avoir un certain impact sur son futur. Donc, pour ce qui est de la procédure officielle, ce que j'avais remarqué, c'est que souvent en fait, je suis pas la seule à l'avoir remarqué, il y a plusieurs chercheurs aussi qui l'ont remarqué, c'est que les prises de décision, il y a souvent des individus qui sont concernés par les lois qui sont mises en place, qui ne sont pas nécessairement considérés ou qui ne sont pas nécessairement présents lors de la prise de décision. Donc, les lois, par exemple, la loi sur l'aide financière qui est incluse dans le salaire, ça va désavantager certains individus, puis le fait de ne pas nécessairement inclure ces personnes-là dans les décisions qui ont été prises fait en sorte que cette réalité-là n'a peut-être même pas été pensée lors de la prise de décision. Donc, à ce moment-là, au niveau des procédures officielles, il y aurait question d'amélioration à ce moment-là.
Pour ce qui est du critère de transparence et considération, donc ce que ça dit, dans le fond, c'est qu'il faut considérer les différences entre les individus dans les prises de décision. Donc, encore une fois, ça fait un peu un lien avec ce que j'ai déjà dit, que ces individus-là qui vivent des inégalités, leurs différences n'ont peut-être pas nécessairement été toutes... ils n'ont pas nécessairement été toutes pensées avant ou réalisées avant. Donc, il reste encore un travail à ce niveau-là. Ensuite, on parle d'intersectionnalité. Donc, c'est important de considérer ça dans les prises de décision. Puis, il y a par exemple une étude qui a été réalisée en Afrique du Sud, puis qui dit que les foyers dont les chefs de famille sont des femmes en situation de handicap ont 3,9% plus de chances de vivre de la pauvreté que la population moyenne, alors que ce chiffre-là est de 2,4% pour les populations, pour les hommes en situation de handicap qui sont les chefs de leur foyer, donc chef de famille. Finalement, j'ai terminé avec le critère de résistance, qui est un critère qui dit que c'est important de défendre tous les autres critères avant, puis que, dans le fond, il faut vraiment s'assurer qu'on a tout le temps des améliorations, qu'on considère tout le temps le plus de personnes possible lors des prises de décision. Donc, ça vient un petit peu avec la piste de solution que j'ai décidé d'aborder lors de mon sujet. Donc, il est important d'avoir une meilleure représentation des personnes concernées lors des processus décisionnels et en fait en lien avec les lois mises en place par ceux qui sont concernés. Puis, pas juste de prendre ces personnes-là, mettons des personnes en situation de handicap, mais s'assurer qu'on a des personnes qui vivent différentes réalités aussi au sein même de ce groupe-là pour s'assurer à ce moment-là que l'intersectionnalité est aussi prise en compte lors de ces décisions-là. Donc, c'était tout pour moi. Merci.